Bonjour tout le monde, ça va bien? Plus fort que ça, je vous entends pas, ça va bien? Super! Hey, je suis très content d'être ici aujourd'hui pour un nouvel épisode de Total Idiot. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quelques épisodes qu'on se plonge dans des sujets un peu déprimants. Hein? La prison pour enfants, les hommes, les artistes. Hey, non, mais ça va faire, là! Puis là, comprenez-moi bien, c'est correct d'explorer le côté sombre de l'existence, mais des fois, là, c'est le fun aussi de rire un peu, oui ou non? Oui ou non? Alors, question de faire changement. Pour cet épisode, j'ai eu envie d'explorer quelque chose d'un peu plus lumineux, en tout cas en apparence, et j'ai nommé l'humour. Ah, l'humour. Hey, ça, là, on aime-tu ça, hein? Aimez-vous ça, vous autres? Par applaudissement, qui aime ça, l'humour? Tout le monde aime ça, l'humour. Surtout au Québec. Selon un dossier préparé par la presse il y a quelques semaines de ça, et je cite, « Le nombre de spectacles d'humour présentés au Québec a connu une hausse de 144% en 20 ans. » Minimum! Yeah! Un peu comme les loyers, finalement. En 2022, on parle de 4665 spectacles d'humour en 365 jours. Ça, c'est plus que 12 par jour. Dans une province de 9 millions d'habitants, on pourrait dire que ça frôle l'obsession. Oh mon Dieu! Au Québec, les humoristes sont les artistes qui vendent le plus de billets et génèrent le plus de revenus. Ils sont partout, sur scène, à la radio, à la télé, dans les films, dans les publicités. Maxi. Eh oui. Ils écrivent des livres, ils animent des talk shows, font du contenu sur le web, ils commentent l'actualité. Si t'as rien à dire, ferme ta gueule. Il n'y a pas moyen de faire 5 pas dans n'importe quelle direction sans tomber sur un humoriste. Et maintenant, en plus, on le sait, ça peut être dangereux. Je te fais feder. Mais qu'est-ce que ça dit à propos de nous, ça? Une chose que je veux tout de suite mettre au clair, par exemple, c'est pas un épisode sur les humoristes, hein? C'est un épisode sur l'humour. Et l'humour, c'est pas exclusif aux humoristes, un peu comme le sport est pas exclusif aux athlètes professionnels. Tout le monde aime ça raconter ou entendre une petite joke. Être drôle, c'est considéré comme une qualité, et le sens de l'humour est un des attributs les plus en demande chez les partenaires ou l'ami idéal. Mais l'humour, là, c'est quoi dans le fond? D'où ça vient? Pourquoi qu'on fait ça? Puis à quoi ça sert? Pour y réfléchir avec moi, j'ai fait appel à un de mes amis humoristes qui est très, très, très drôle, Guillaume Wagner. J'ai comme une théorie, je sais pas si tu vas être d'accord, mais on peut en discuter. J'aime Mais les théories. je pense que l'humour, c'est un outil, c'est comme juste la structure de l'humour, c'est profondément réactionnaire. Wow, ça s'annonce funné! Et pour encore plus de plaisir, vous pouvez aussi participer au concours Total Idiot du mois. Dans cet épisode, je vais faire exactement 254 jokes et si vous les trouvez toutes, vous gagnez un poney miniature. Wow! Bon, évidemment, c'est une joke, c'est la première d'ailleurs. Notez ça là, si vous voulez le poney. Bon, c'est quoi? On peut plus rien dire? Mon nom est Philippe Signa et je suis cancellé. Moi, je pense que ça peut devenir négatif. Je le vois des fois, là, tu sais, il y a des fois, il y a des sujets ou des manières d'aborder des sujets. C'est pas que c'est pas drôle, mais t'es comme... semble qu'on devrait peut-être trouver ça sérieux, cette affaire-là aussi, là, tu sais. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Avez-vous déjà entendu ça? Vous avez sûrement déjà entendu ça. Vous l'avez peut-être même dit vous-même. Mais cet énoncé populaire qui a longtemps été le slogan du défunt magazine Crow est beaucoup plus véridique qu'on le pense. Parce que oui, le rire et l'humour sont intimement liés, mais attention, ce ne sont pas des synonymes. Permettez-moi de vous citer un article scientifique de 2006 titré « La première blague, explorer les origines évolutives de l'humour ». Le rire est une activité semblable à une crise qui peut être provoquée par l'expérience d'un stimulus cognitif humoristique, mais également d'autres stimuli tels que des chatouilles. Ainsi, on peut rire sans stimulus humoristique, et de la même manière, on peut expérimenter l'humour sans rire.
Bon, ok, j'ai plein de choses à dire à propos de ces deux phrases-là. Premièrement, veuillez noter que le mot crise est utilisé ici dans le sens médical, parce que le rire dans le cerveau ressemble à une crise. Contrairement aux émotions, par exemple, qui sont principalement traitées par la région du lobe frontal, le rire est produit par un circuit qui traverse plusieurs régions du cerveau. Ça veut dire que quand on rit, tout le cerveau s'illumine, comme quand on passe une soirée à Cavalier. Deuxièmement, vous là, vous pensez qu'il y en a combien des articles scientifiques qui utilisent le mot « chatouille ». Troisièmement, parlons-en des chatouilles. Vous trouvez pas ça bizarre, vous autres, que notre réaction à se faire chatouiller, c'est rire? Puis on n'est pas les seuls, d'ailleurs. Saviez-vous que les rats sont crampés quand on les chatouille? C'est juste qu'on les entend pas parce que le pitch de leur rire est trop haut. Puis aussi parce que, bon, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de chatouiller un rat. Alors voici pour vous, en cadeau, la réaction d'un rat qui se fait chatouiller avec le pitch ajusté. On peut dire que ce rat plus que sourit. Donc, première chose intéressante, on n'est pas les seuls à rire. Il y a plus de 60 espèces animales qui rient, comme les rats, les singes, les chiens, les dauphins, les renards, les vaches, les phoques et la mangouste. À ne pas confondre avec la langouste, en passant. La mangouste, ça ressemble à une belette, et la langouste, c'est comme un petit homard. J'ai un truc pour s'en rappeler, la mangouste rit, la langouste frit. Merci tout le monde, bonne fin de soirée! Puis là, si vous êtes comme moi, vous vous dites peut-être, ouais mais là attention, là, comment on sait que ces animaux-là rient pour vrai? Peut-être que c'est juste le son qu'ils font qu'on méprend pour du rire. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. Mais non, j'ai checké, puis on le sait, là, ils ont checké, puis ils rient, les animaux, là. Puis je pourrais tout vous expliquer pourquoi, mais là, ça me tente pas, là, ça serait comme compliqué, puis je préfère juste enchaîner. C'est surtout que là, j'ai déjà perdu plein de temps à vous expliquer pourquoi je vous explique pas, fait que si là, en plus, je perds d'autres temps à vous expliquer qu'on le sait, parce que ces sons-là sont spécifiques, puis ils appellent au jeu et au plaisir, puis tout, là, ça devient long, fait que je me suis dit, juste, Philippe, laisse faire, enchaîne, puis c'est tout, là, y a pas de problème, ok? OK. Donc, on n'est pas les seuls à rire. Par contre, les humains, on est le seul animal qui fait de l'humour, c'est-à-dire qui cherche à provoquer le rire volontairement, qui essaie de chatouiller, mais sans les mains. Petit rappel pour les boys. Mais depuis quand on fait ça, de l'humour? Je veux dire, forcément, il y a eu quelque part dans l'histoire de l'humanité l'apparition de l'humour, la première joke, la joke originelle. Malheureusement, ça remonte à tellement loin qu'on le sait pas exactement. Genre, c'était avant Yvon Deschamps. Tu sais quand t'es comique, hein? Mais combien loin avant, mettons? Je nous ramène à notre article scientifique sur les chatouilles et je cite. À l'aide de 2 éléments de preuve disponibles, un chiffre minimum pour l'âge de l'humour peut être proposé. Premièrement, des conversations humoristiques ont été observées par les anthropologues pionniers lors de leur premier contact avec des aborigènes australiens. Deuxièmement, il semble que les aborigènes australiens soient essentiellement génétiquement isolés depuis au moins 35 000 ans. Si des facteurs génétiques dictent la capacité fondamentale à percevoir ou à produire de l'humour, alors 35 000 ans pourraient refléter un âge minimum pour l'humour chez Homo sapiens. Plus de 35 000 ans. Et ça, pour se situer un peu, là, c'est avant la disparition de l'homme de Néandertal. Hey, en passant, l'homme de Néandertal, lui, a été cancellé pour vrai. On l'a jamais revu, ce gars-là. Là. Il est pas revenu avec un faux logo de la Sodec puis un petit air piteux d'un podcast. Non. Censure 100% for life. Mais revenons à nos chatouilles. Donc, si on utilise l'humour depuis super longtemps, ça doit servir à quelque chose. À quoi ça sert, l'humour? Pour le découvrir, allons demander aux humoristes du passé, les philosophes. Oui, parce que les humoristes, on le dit souvent, là, c'est les philosophes modernes. Fait que dans le fond, les philosophes, c'est les anciens humoristes. C'est-tu du sarcasme, ça? Je le sais pas, mais toi, va falloir que tu le devines si tu veux gagner un poney. Oh, niaisé! OK, je suis prêt. Chapitre 2. La naissance de la comédie. Je l'ai dit tantôt, on sait pas exactement quand l'humour a commencé. Ni la philosophie d'ailleurs. Je veux dire, les premiers humoristes philosophes étaient peut-être excellents, mais il nous reste pas de traces d'eux autres. C'est un peu les open micers de l'histoire, relégués à l'oubli dès qu'ils ont quitté la scène.
Dans un sens, les premiers à avoir eu droit à leur captation, c'est les philosophes grecs. Eux, on a des écrits qui restent, puis les livres, on le sait, c'est les anciens DVD. Première chose qui est intéressante, c'est de voir que même si l'humour est une fonction cognitive complexe, unique à l'être humain, les philosophes en ont pas tant parlé. Si tu googles philosophie et humour, tu risques plus de tomber sur une page de photos de mignonnes avec des citations cocasses. Pourquoi? Premièrement, parce que le mot humour est seulement utilisé dans le sens de ceci est drôle depuis le 18e siècle. Humour, ça vient du mot anglais humor, qui vient du mot français humeur, qui vient du latin humor, qui fait référence au fluide corporel. Ça veut dire qu'étymologiquement, une joke de pet sauce, c'est un pléonasme. Deuxième chose qui surprend un peu, non seulement il en parle pas tant, mais quand il en parle, c'est pas toujours positif. À cette époque-là, on dirait que l'essentiel de la réflexion autour du rire se concentre sur le rire méprisant ou moqueur, celui qui écrase les gens, la raillerie. Plutôt que sur l'aspect ludique et amusant du mot d'esprit ou de la rigolade de bon enfant. Platon, par exemple, qui vous allez bientôt le découvrir, est un peu le Denise Bombardier d'Athènes, considère le rire comme une émotion qui fait perdre la maîtrise de soi, rien de moins. Dans le 3e livre de la République, il dit ceci: Il ne faut pas non plus que nos gardiens soient amis du rire, car presque toujours, quand on se livre à un rire violent, cet état entraîne dans l'âme un changement violent également. Qu'on représente donc des hommes dignes d'estime dominés par le rire est inadmissible, et ce l'est beaucoup plus s'il s'agit des dieux. Loin de moi l'idée de rire de Platon, là, mais le gars est super fâché que Zeus et sa gang rient des humains. Écoute, je sais pas comment dire ça, là, mais tout ça, c'est dans ta tête. Puis il s'arrête pas là. Non, dans son dialogue, les lois, il ajoute ceci. Pour ce qui est des paroles, du chant, de la danse par lesquelles on imite les corps et les esprits mal faits, enclins à plaisanter pour provoquer le rire, et généralement de toutes imitations comiques, il est nécessaire d'en considérer et d'en reconnaître la nature. Car si l'on ne connaît pas le ridicule, il n'est pas possible de connaître le sérieux. C'est indispensable pour en bien juger. Mais on ne mêlera pas les deux choses si l'on veut avoir la moindre part à la vertu. Il faut connaître l'une et l'autre pour ne jamais, par ignorance, laisser place au ridicule, ni dans ses actes, ni dans ses paroles. C'est aux esclaves et à des étrangers qu'il faut commander ces sortes d'imitations. Aucune personne libre, femme ou homme, ne doit jamais s'y intéresser si peu que ce soit. Ces imitations doivent toujours apparaître comme des nouveautés. C'est ainsi que nous réglons par la loi et la raison tous les divertissements qui tendent à provoquer le rire et que nous appelons tous du nom de comédie. Wow! Big chronique dans le Journal de Montréal Énergie. Aristote, lui, est pas mal d'accord avec Platon, ce qui fait de lui un genre de Richard Martineau hellénique qui s'adresse tous les jours à ses petits latins pour leur dire des choses comme « La raillerie constitue une sorte d'outrage, et certaines formes d'outrage sont prohibées par le législateur. Peut-être aussi devrait-on interdire certaines formes de raillerie. » Wow, Chris, bravo! Quelqu'un a fait une blague et Aristote veut appeler la police. Mike! C'est quoi le numéro de Julius Gray? Mais là, je comprends pas, là. Si les philosophes, c'est les anciens humoristes, comment ça se fait qu'ils aiment pas l'humour? Bon, attention, là. Malgré le peu d'estime que Platon et Aristote semblent avoir pour l'humour, il y a plusieurs philosophes grecs qui utilisent cet art de la parole avec brio. Il y en a 3 en particulier qui sont un peu comme les mecs comiques de l'Antiquité, ou si vous préférez, les Grecs comiques. Socrate, Démocrite et Diogène. L'ironique, le satirique et le cynique. Ils n'ont pas gagné d'Olivier, ces gars-là, mais pas besoin, il y en avait déjà dans leur jardin. Mais est-ce que ça se peut que, justement, cette critique de l'humour, c'est parce qu'on le craint, qu'on voit la puissance de cette arme-là dans le discours? Connaissez-vous la meilleure anecdote de Platon et Diogène? Platon, on se rappelle, c'est un peu Denise Bombardier d'Athènes, et Diogène, on l'a dit tantôt, c'est un des 3 Grecs comiques. Probablement Jean-François Barry. Ah ouais? Barry, Tonneau, anyway. Alright. C'est l'histoire d'un gars, comprends-tu, il s'appelle Platon.
C'est un gars sérieux, un genre de professeur dans son académie. Anyway, un jour, il dit à ses élèves, l'homme est un bipède sans plumes. Tabarnak. Tout le monde est comme, wow, c'est qui est quick. Platon, là, il est quick, il est bon, il est fort. Mais là, il y a un autre gars. Lui, il s'appelle Diogène, puis il habite dans un tonneau. Il entend cette affaire-là de bipède sans plumes, puis il se dit, oh ouais? Fait qu'il pogne un poulet ou autre chose, puis il plume bord en bord de la tête aux pattes. Il se pointe à l'école avec son repas de cuisses, puis il dit, voici l'homme de Platon. You've been thunderstruck! Non, mais mettez-vous dans les sandales de Platon 2 secondes. Y a-tu de quoi de plus désagréable que quelqu'un qui gagne un argument en te mettant un doigt dans le nez? Dans ce sens-là, c'est facile de comprendre comment l'humour peut être perçu comme un danger, une menace, un vice. Et cette façon-là de voir le rire et l'humour comme étant le mal incarné, ça va être approfondi par la chrétienté. Les chrétiens, historiquement, sont pas des très grands fans d'humour. C'est qui rit dans la Bible? C'est les démons. Est-ce que Jésus rit, lui? Ben non, Jésus crie. Jean Chrysostome, qui a été archevêque de Constantinople, avait ceci à nous partager, et je le cite. « Ainsi le rire donne souvent naissance à des discours immondes, et les discours immondes à des actions encore plus immondes. Souvent, des paroles et des rires naissent les insultes et les injures, et des injures et des insultes, des coups et des blessures, et des coups et des blessures, du massacre et du meurtre. Si donc vous voulez prendre de bons conseils pour vous-même, évitez non seulement les paroles grossières et les actes grossiers, ou les coups, les blessures et les meurtres, mais aussi les rires intempestifs eux-mêmes et le langage même de la raillerie, puisque ces choses se sont révélées être la racine de tous les maux. Amen. Attention les jeunes, si le pote peut mener à l'héroïne, l'humour, lui, est une catapulte directe vers le meurtre. Comme à son habitude, l'Église nous fait part d'une position nuancée et raisonnable. Mais ça donne quand même une idée de la genèse, de la perception de l'humour et du rire, qui part des idées de Platon, qui est transmise par l'Église catholique et qui va même être renforcée plus tard par les écrits de plusieurs autres humoristes tels que René Descartes. Mais c'est drôle quand même, on dirait que personne parle de genre « c'est le fun de rire ». Il me semble que c'est la première chose qui me vient en tête quand je pense à l'humour, pas vous? Aujourd'hui, toute cette perspective un peu hater de piment fort, on articule ça comme étant la théorie de la supériorité. On peut la résumer ici, le rire exprime un sentiment de supériorité par rapport à l'objet de notre amusement. Ok, parlons de ça 2 secondes. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que, même si ça manque un peu de nuance, on peut pas dire que c'est complètement faux. Hein? Quand je ris de quelque chose, d'une certaine façon, je me mets au-dessus de cette chose-là. Je la diminue. Je lui retire une part de son importance. Je remets en doute le respect qu'on lui porte. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être méchant, mais reste que ça implique une hiérarchie dans laquelle je suis le gagnant. Mais aussi avec l'humour, on fait comme plein de dommages. Oh, oui, tout à fait. Tu sais, l'intimidation, rire du monde, les pointer du doigt, ça, c'est méchant. T'sais, on le sait, ça. C'est pas, on apprend rien, là. Mais ça, d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire quand j'entends ça. Là, souvent, ça, c'est la défense des humoristes, là, comme ouais, mais si c'est drôle, c'est comme hey man, c'est sûr que les nazis, il y avait des hosties de bonnes jokes là, sur les camps de concentration, c'est sûr là. Je veux dire, tout le monde fait de l'humour entre soi. C'est sûr qu'il y avait des legit bonnes jokes que tu rirais probablement, ça en fait pas de dommage là, c'est quand même nuisible, fait que tu sais, il y a quand même une réflexion à avoir là-dessus qui est, t'as raison que ça peut faire des dommages sans qu'on Mais puis on le reconnaît ça individuellement aussi, je veux dire, qui aime ça faire rire de lui? Tu sais, réellement, là. Tu sais, souvent on entend « Moi, je suis capable de rire de moi-même. » Oh oui. Okay. T'es capable de rire de toi-même jusqu'à un certain point, hein, dans un environnement contrôlé où tes limites ne sont pas dépassées. Crée-moi que si je te roast sur tes pires complexes devant une foule qui se roule par terre, tu vas trouver ça moins drôle. La vraie vérité, c'est que personne aime ça faire rire de lui. Personne! Même pas les humoristes. Tu le vois, quand les humoristes font rire d'eux autres, ils battent trip. Ah non, pis c'est les professionnels de l'humour, normalement, là, tu sais, Fait que on le comprend, ça, je pense, comme, tu sais, de façon, là, naturelle, organique, on n'est pas obligé de te le dire, hey, ça, c'est pas mal fun. Dès que t'es jeune, petit, tu le sais, que faut pas que tu sois celui qui se fasse pointer du doigt, faut pas que tu sortes trop du cadre, puis que tout le monde te pointe du doigt, parce que lui, il est laid, il est gros, il est ci et ça. On le sait, puis on le sent que c'est quelque chose d'un peu violent quand on fait ça.
Ouais. Fait que je veux dire, il y a quand même dans l'humour cette possibilité-là de vraiment enlever du pouvoir aux gens, de comme leur couper les jambes, de les violenter, honnêtement. Puis je pense que c'est pour ça là, qu'il y a autant de... On parle des humoristes là, qui aiment pas faire rire d'eux autres, mais il y a bien des gens là, qui aiment pas faire rire, parce que c'est tellement... Mais personne n'aime ça. Tu peux vraiment ridiculiser quelque chose que tout le monde prenait au sérieux, là, tu sais. Ouais. Si tout le monde était comme, non, ça a bien de l'allure, puis là, tu le décortiques, tu détruis ça avec des jokes, puis les gens, ils commencent à, mon Dieu, c'est ouais. Ouais, dans le fond, tu sais. C'est vrai que ça enlève du sérieux à la patente. Oui, ça enlève de la crédibilité, ça enlève mais... du respect, ça enlève du... Puis tu sais, c'est pas nécessairement toujours... Là, je dis ça a l'air super négatif, mais je veux dire, dans les faits, ça peut aussi être fait comme juste in good fun, là. Puis qu'il y a pas nécessairement de victimes, puis c'est pas la fin du monde, puis on sait qu'on s'amuse. Mais reste que c'est ça le procédé, puis c'est ça la capacité. Je veux dire, tu vois bien, là, les possibilités sont immenses, puis on peut planter du monde. Puis je veux dire, moi, je l'ai constaté quand même avec le temps. Tu le vois que ce que tu ris de, les gens sortent pas de là avec plus de respect pour ce que tu as ri de. Si t'as réussi à les faire rire de quelque chose, ils font pas nécessairement ce lien-là, parce que je pense que tout ça se passe assez là, seemingly. Mais tu sors de là, pis tu fais, le pilates, c'est vrai que c'est niaiseux dans le fond. C'est ça qui te reste comme d'un numéro sur le pilates. Ouais. C'est pas genre, hey, c'est intéressant cette affaire-là. Mais non, tabarnak. Puis même si on le sait que Ignace, il dit pas vraiment la vérité, il exagère, il nous raconte une histoire qu'il en a faite, qui est tombée sur la tête, puis quelqu'un a pété. Puis tu sais, y a rien de ça qui est vraiment fondamental au pilates, mettons, là, c'est tout anecdotique, puis un peu en plus comme mensonger. Mais c'est pas grave, tu restes avec l'idée de, là, c'est la première fois que je pense à ça, c'est niaiseux. C'est ça que c'est. Ouais. Puis c'est là aussi qu'il y a un choix là, de ce que tu dis, de ce que tu as envie d'attaquer aussi, là, tu sais. Tu sais, parce que moi, honnêtement, là, tu sais, il y a des trucs avec lesquels, il y a des idées avec lesquelles je suis d'accord, que je suis convaincu, ben, en fait, je le sais, là, que je pourrais écrire un numéro super drôle puis détruire cette idée-là, là, tu sais, parce que je la connais bien quand même, tu sais, mais je le ferai pas parce que je trouve pas, j'ai pas envie nécessairement de donner du pouvoir, de détruire cette idée-là, en fait, là. Fait que ce que tu choisis de détruire, c'est quand même un choix, là. C'est quasi un choix politique, là, souvent, là, tu sais. À partir du moment où tu réalises que rire de quelqu'un ou de quelque chose peut lui enlever du pouvoir, il y a effectivement une dimension morale qui s'ajoute, et dans ce contexte-là, la question qui se pose, c'est de quoi est-ce que je devrais rire? Parce que soudainement, les implications sont plus importantes. C'est vraiment tricky, mais ça m'a fait réfléchir. À un moment donné, j'avais, je pense que c'est mon premier show, là, j'avais comme un numéro comme anti-homophobie, là, mettons, là, tu sais, c'était très... Je débutais, là, puis j'utilisais des codes homophobes, tu comprends? Mais je pensais clairement pas ça, tu sais, je dénonçais ça, puis il y a un couple qui était venu me voir après, pis c'était un peu dark, là, comme histoire, comme leur fils était suicidé, là, tu sais, il était gay, ça acceptait pas, c'était suicidé, pis eux autres, ça... Fait qu'il était très à fleur de peau, puis il m'avait dit comment, tu sais, on n'a pas aimé ça, cette affaire-là, puis j'étais comme, ouais, non, mais comme, je pense, tu sais, je veux dire, c'est pour dénoncer ça, pis t'es comme, on a compris ça, on n'est pas des épais. Sauf que ce que tu utilisais, les affaires que tu, t'étais maniéré, tu utilisais quand même des stéréotypes un peu malaisants, puis c'était ça, au final, qui faisait rire les gens. Ouais. C'était, tu sais, fait que la plupart des gens pouvaient comprendre que je pensais pas ça, mais riait quand même de la joke au premier degré. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Le rire était dans le premier degré de « Ah, il est maniéré, blabla ». C'est juste un exemple. Je pense pas que c'était quoi mes jokes, là. Mais moi, je peux me dédouaner en disant « Ouais, non, mais je suis pas homophobe, je suis anti-homophobe. » C'est comme « Ouais, mais c'est pas si simple que ça au final, tu sais. » C'est vraiment pas si simple que ça au final, tu sais. Je veux dire, quand tu fais une joke raciste, là, on peut reprendre cet exemple-là, puis les gens, ils rient, mais tu sens qu'ils rient de ton accent, mettons. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est un bon exemple, l'accent. Ils rient de l'accent, pis tout ça. Mais ils ont quand même compris, là, que t'es pas raciste, mais Christian, ils ont ri de l'accent pareil, pis ça, c'est fucking dumb. Même sans mauvaises intentions, l'humour peut blesser. Parfois même la cible qu'on croyait défendre. Et quand ça arrive, on entend souvent la même excuse. C'est parce que c'est souvent ça se défile, comme « Ouais, non, mais c'est pas nécessairement ce que je pense, pis le deuxième degré. Le deuxième degré, là, ouais. Le deuxième degré. Parlons-en de ça. C'est quoi ça, le deuxième degré? Bon, premièrement, c'est pas le deuxième degré, c'est le second degré, OK? Fait que ça part bien mal. Mais donc, c'est quoi le second degré? C'est super simple, OK? C'est une forme d'ironie qui laisse sous-entendre le contraire de ce qu'on pense vraiment. Comme par exemple, si tu me dis « Je suis allé en voyage dans le sud, la compagnie aérienne a perdu nos valises, puis rendu là-bas, il y a un ouragan, puis on est resté enfermé à l'hôtel toute la semaine. » Si moi je te réponds à ça « Wow, belles vacances », tu le sais que par « Wow, belles vacances », je veux dire « Wesh, quelles mauvaises vacances ». Le problème avec le second degré, c'est qu'on l'utilise souvent comme défense quand nos blagues ont blessé quelqu'un. Puis
Quand on y pense bien, ça n'a pas rapport. C'est pas parce que t'as utilisé un procédé humoristique que ce que t'as dit est pas blessant. Je trouve que c'est plus facile à comprendre en le réfléchissant avec d'autres procédés humoristiques. Si je dis à quelqu'un « Avec tes cheveux gris, on dirait que t'as 200 ans », c'est clair que j'exagère. C'est un procédé humoristique, ça aussi. C'est une grossière exagération de ce que je pense. Mais ça empêche pas que ça peut te blesser quand même. L'humour est pas exempt de la possibilité de faire mal parce qu'il essaie de faire rire. Le meilleur exemple de ça, c'est l'intimidation. L'intimidation, ça passe souvent par l'humour. Mais se mettre en groupe pour rire de quelqu'un, c'est pas de l'humour, c'est de la violence. Fait que, c'est ça, là. Mais là, un instant, là, me semble que c'est pas tout l'humour qui est comme ça non plus. Voyons, là, y a-tu moyen de rire un peu sans que ça devienne woke? Oui, mon petit gars. Puis ça s'appelle la théorie du soulagement. La théorie du soulagement, c'est l'idée comme quoi le rire serait une genre de soupape qui permet à l'être humain de relâcher de la pression accumulée. Puis ça non plus, c'est pas faux. Il y a à peu près 1 million d'études scientifiques, en plus d'un article par mois dans le Chatelaine, qui te confirment que rire est bon pour ta santé physique et mentale. Et ça, c'est vrai, c'est démontrable, puis même sans études, là, on dirait qu'on le sait, on le sent. Rire, ça fait du bien. Ça libère littéralement des endorphines puis de la dopamine dans ton cerveau. Fait que rire, là, c'est comme donner un petit 5$ au dealer de bonheur dans ta tête. Fait que c'est un peu normal qu'on le page aux 5 minutes quand ça va particulièrement pas bien. C'est clair que ça sert à ça, l'humour, tu sais. Ça sert à comme outrepasser une condition que tu n'aimes pas nécessairement, là. Tu sais, j'ai eu un exemple là, vraiment intense, là. Moi, récemment, mon père est décédé. Puis mon père, comme, il faisait des jokes tout le temps, là, tu sais. C'était vraiment sa manière de communiquer. Puis il y a eu l'aide médicale à mourir, tu sais. Puis on était tous là, toute la famille et tout, puis il a fait des jokes jusqu'à la fin parce qu'il était pas capable de supporter ça. Ce moment-là de... C'était juste comme vous êtes tous là, vous êtes super tristes, c'est normal, tu sais. Mais j'ai pas envie d'en rajouter au quotidien. Fait que je vais essayer de vous rendre à l'aise. Ça fait que jusqu'à la fin, genre, il faisait des jokes sur ce qui se faisait injecter pour crever, là, tu comprends? Genre, injectez-moi, je sais pas. Je me rappelle plus c'était quoi, là, comme... Mais comme Clément niaisait, là, tu sais, il essayait de changer... Un bon vin dans le truc, je me rappelle plus, mais comme... Fait que là, on a ri, tu sais. Fait que ça a comme rendu le moment un peu, genre, c'est comme ça te court-circuite un peu. T'es comme, ok, je suis plus dans ce moment-là, je suis quasiment dans l'absurdité, comme si c'était un moment fucked up, mais là, il est en train de me faire rire, pis mais qu'est-ce que je vis, t'sais, comme t'es pas sûr de ce qui se passe. Puis bon, après ça, quand il est décédé, là, comme ça settle in, mais lui, jusqu'à la fin, t'es comme, non, je vais essayer de transcender cette condition-là qu'on a en ce moment, puis de pas l'accepter à quelque part. C'est une forme de contrôle, là, je trouve, là, quand même, là, l'humour, là. T'essaies de prendre contrôle de la situation ou des émotions, socialement avec un peu. Ouais, genre de refuser de peut-être vivre. Ouais, ça peut être très mauvais aussi là, tu sais ça au final, moi j'ai trouvé ça super que mon père fasse ça parce que tu sais c'était comme c'est pas grave là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, il y avait ça quand même mon père aussi, tu sais, il était pas tu sais à un moment donné ça braillait puis tout, puis mon père était comme ouais là tu pas obligé là, puis j'ai dit hey père, si on braille pas là, on va brailler quand, tu sais, puis il était comme ouais, t'as bien raison, tu sais, let's go. Pas obligé de brailler quand même. Je vais juste crever. C'est pas pas vraiment une clap là à la place. Remarquez comment nous autres aussi, on a décidé de libérer un peu de tension après cette anecdote touchante en rigolant un peu. Parce que rire, ça soulage. Savez-vous quoi? Même pas besoin de rire. Juste sourire a des bénéfices. Sourire, ça le dit, là, c'est le sourire, c'est le rire diète, si vous voulez, la micro-rigolade, ou comme les jeunes disent, le bnol, laughing but not out loud. Les études le démontrent, le simple fait de sourire fait augmenter les niveaux de dopamine et baisser le niveau de stress. Pire que ça, c'est même pas obligé d'être un vrai sourire. Tu peux mystifier ton cerveau en faisant semblant de sourire et ça fonctionne. Wow! Hey, ça serait le fun que ça marche avec d'autres choses. Comme mettons, je fais semblant d'avoir de l'argent puis la banque est mystifiée. On parle des bénéfices du rire, mais j'aimerais prendre 2 secondes pour adresser une rumeur qui court au sujet des fabricants du rire. Le clown est triste. Non, mais ça revient tout le temps. Ça, c'est une affaire qui est comme vraiment en culture populaire même. C'est-à-dire, c'est pas juste les humoristes, là, c'est comme le monde dit ça. C'est vraiment quelque chose qu'on répète souvent. Le clown est triste. Puis les humoristes ont l'air de trouver que
c'est ça, il y a comme, mon Dieu, il y a une drôle de dichotomie, là. Moi, je fais des blagues, mais finalement, je suis déprimé, puis c'est-tu pour ça, puis c'est-tu parce que j'essaie de pas être déprimé? Le clown est triste. C'est vrai qu'on entend souvent ça, mais d'où ça vient, cette idée-là? Ouais, je sais pas, je pense que ça vient d'une certaine légende aussi, tu sais, qu'il y a beaucoup de cas, mettons. Il y en a beaucoup, là, tu sais, des humoristes qui sont suicidés ou qui étaient extrêmement malheureux dans leur vie privée, là, tu sais, je veux dire, beaucoup de grands comiques font d'excellents documentaires parce que ça brasse en esti. Je veux dire, d'excellents lutteurs aussi, d'excellents musiciens, d'excellents, dans le sens... Ouais, t'as raison. Cette idée-là que le clown est triste, c'est pas nouveau. Nietzsche, un des plus grands humoristes du 19e siècle, a dit ceci. L'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire. Tabarnak, bro, ça punch. Puis je comprends l'idée, là. Si rire nous fait du bien, puis qu'on n'arrête pas de chercher à le créer, c'est peut-être parce que le simple fait d'exister dans un univers qu'on ne comprend pas est d'une souffrance sans nom. Mais de là à dire que le clown est triste, je trouve que c'est faire une mauvaise corrélation. Premièrement, l'humour appartient pas au clown, on l'a dit tantôt. Tout le monde en fait de l'humour, c'est un moyen d'expression super populaire. La seule différence, c'est que le clown en fait professionnellement. Deuxièmement, le philosophe Michael Stipe a dit ceci, et je cite. « Tout le monde est triste des fois. Everybody hurts sometimes. » Puis everybody, là, ça inclut les clowns. Donc, les clowns aussi sont tristes sometimes. Mais le clown n'est pas triste parce qu'il est clown, il est triste parce qu'il est humain. Par contre, quand le clown est triste, est-ce que ça serait peut-être plus difficile pour lui d'extérioriser sa tristesse? Peut-être que je ferai un lien avec ce que j'ai dit tantôt là, sur à quel point comme faire rire constamment tout le temps, que c'est ta seule affaire que tu fais, Chris, ça vient déprimant. C'est drainant, ouais. C'est drainant, c'est déprimant, c'est comme, ça veut plus rien dire à un moment donné à la limite, là. Moi, je me rappelle quand j'étais en tournée, là, puis je sais pas, là, au 100e spectacle de dire la même affaire, ça ne veut rien dire. Ce qui sort de ma bouche, ça rit pareil, là, c'est pas grave, là, tu sais, puis les gens sont contents, mais moi, en tant que tel, il y a quelque chose de super déprimant, là. Toi, t'es comme plus capable, puis eux autres sont comme crampés, ça fait leur soirée, tandis que toi, t'es comme... Moi, ça me drainait beaucoup, là, tu sais. Ça me... je sais pas si je rentrerais dans le clown est triste, là. Je sais pas si je me considérais comme ça. Mais, ouais, ça peut être... Comme juste faire la même affaire, ça devient le contraire de ce que tu veux faire, je pense. Je pense qu'il y a sûrement... peut-être de ne pas se laisser peut-être être l'éventail complet de ton humanité. À un moment donné, c'est que ça met aussi en lumière le bout que tu laisses dans le noir. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, je le sens plus. Donc, petit conseil aux gens phonés, donnez-vous le droit d'exister dans tout le spectre des émotions humaines. Être drôle, c'est pas une identité, c'est juste un morceau du casse-tête. Puis oui, ça fait du bien de rire, mais c'est pas un remède à tous les maux non plus. La théorie du soulagement est intéressante à plusieurs égards. Mais contrairement à la théorie de la supériorité, je trouve que ça explique plus les conséquences que les causes de l'humour. Je veux dire, quand je trouve quelque chose drôle, oui, ça me fait du bien. Mais c'est pas à cause de ça que je trouve ça drôle. Sauf que j'ai pas non plus l'impression que c'est toujours parce que je me sens supérieur à l'objet de mes coquineries. Fait que c'est quoi l'affaire? L'affaire, c'est la théorie de l'incongruité. Ah ça là, ça c'est bon. Mais au lieu de vous l'expliquer, je me suis dit, il y a deux légendes de l'humour absurde au Québec, Maxime Martin et Jérémy Demé, mais ils n'étaient pas disponibles, alors j'ai demandé au Denis Drolet de nous expliquer la théorie de l'incongruité. 3, 2, hein? Non, hey! 3, 3! Trop belle! Hey, 2 puis 5! 5, 7, 9, 11! Comme c'est bien dit, la théorie de l'incongruité, c'est que le rire est le résultat d'une transgression de nos attentes. Quand un élément vient fausser notre processus mental de reconnaissance de pattern, on capote. En gros, ce qui nous fait rire, c'est la surprise. Un écureuil qui fait du ski nautique? Mais voyons donc, pas se poser! De toutes les personnes qui ont essayé de résumer cette idée-là, je trouve que c'est Cicéron qui le fait le mieux. Le type de plaisanterie le plus courant est celui dans lequel nous attendons une chose et qu'une autre soit dite. Ici, notre propre attente déçue nous fait rire. Et cette théorie-là de l'humour s'applique assez bien aux techniques du stand-up moderne. Pour chaque blague, on va parler d'une prémisse et d'un punch. La prémisse, c'est la première partie de la blague, elle établit nos attentes. C'est d'ailleurs souvent ici qu'on va établir un référent, quelque chose sur lequel on est tous d'accord. Le punch, c'est la dernière partie de la blague.
celle qui va venir transgresser les attentes que la prémisse a établies. C'est donc ainsi qu'on crée la surprise et le rire. La théorie de l'incongruité, c'est la théorie dominante en ce moment par rapport à l'humour, en psychologie et en philosophie. Donc on a 3 grandes théories pour expliquer l'humour: supériorité, soulagement et incongruité. Et même si c'est tentant de les mettre en opposition et d'en choisir une, je pense que c'est plus intéressant de les voir comme étant complémentaires. Les 3 proposent des bonnes pistes de réflexion pour essayer de comprendre c'est quoi cette affaire-là. La théorie de l'incongruité s'intéresse à ce qui cause le rire, la théorie du soulagement regarde plutôt vers les effets du rire, et la théorie de la supériorité insinue que derrière l'humour se cache un jeu de pouvoir. Mais si on prenait ces 3 théories-là et qu'on les fusionnait ensemble, un peu comme quand les Power Rangers unissent leurs bolides individuels ridicules pour former le Megazord. Non mais qui veut une voiture en forme d'éléphant? C'est zéro pratique. Là. C'est bien mieux un gros robot avec une épée. En tout cas, c'est mon opinion. Après la pause, 2 philosophes modernes proposent une nouvelle théorie sur l'humour. Chapitre 4. Humour, trop humour. OK. Tout ça a commencé à cause de quelque chose que Guillaume m'a dit. Macho Man puis Ultimate Warrior, t'écoutes ça, c'est hilarant, Non, mais... pas ça, l'autre affaire que Guillaume m'a dit. Je pense que l'humour, c'est la violence des losers, là, souvent. Là, ce sont un peu rejet, ça marche pas tout à fait, ils ont pas physiquement, ils sont pas aptes, fait qu'ils vont développer ça là, quand même. Là. Ça devient, ouais, c'est ça, c'est un outil pour des fois transcender comme ta propre condition physique, là, ton propre corps, là, comme ça ne fonctionne pas avec les filles, donc je vais apprendre à faire des jokes. L'humour, c'est la violence du perdant. What the fuck? Déjà, associer humour à violence, c'est gros, là, quand même. Bon, c'est vrai qu'on peut blesser avec l'humour, on en a parlé de ça. Même qu'une joke, ça s'appelle un punch. Une ligne, un punch. Ça pourrait être le titre de la biographie de Dave Hilton, mais non, c'est l'humour. Fait que, ouais, OK, un peu la violence, mais la violence du loser. Je suis comme insulté, mais en même temps, je pense que je comprends ce qu'il veut dire. Mais c'est intéressant que c'est ça, la violence des rejets pis des losers, parce que, tu sais, même un niveau comme large, mettons, plus large, c'est-à-dire, mettons, les Québécois. Ça pourrait être vu comme ça aussi. On tripe sur l'humour. On est-tu des perdants un peu? On est-tu un peuple conquis qui se sent comme pas assez puis qui a pas les armes pour aller reprendre sa victoire, mais qui peut peut-être par en dessous juste tout le temps. On rit toutes, nous autres, ça c'est des niaiseux, les Anglais sont de même. Puis ça part-tu de là pour nous? C'est vrai que comme les humoristes, on aime vraiment pas faire rire de nous autres. Non! La poutine, c'est à nous, pis c'est bon, pis c'est pas niaiseux. Dans ce sens-là, le perdant, c'est pas comme une insulte. C'est plutôt la description légitime de l'endroit où une personne ou un groupe se situe dans l'échelle du pouvoir. Et ça voudrait dire que la personne ou le groupe qui a pas de pouvoir pourrait utiliser l'humour comme une forme de violence. J'ai trouvé ça super intéressant comme théorie, puis j'ai essayé de trouver des références à ça dans la littérature scientifique. Vous rappelez-vous de l'article sur les chatouilles au début de l'épisode? Dans cet article-là, on théorisait que l'humour existe depuis au moins 35 000 ans en se basant sur l'isolement génétique des aborigènes australiens. En replongeant là-dedans puis en sautant de référence en référence, je suis tombé sur une thèse de doctorat en philosophie de l'Université de Queensland en Australie, titrée « Le rôle de l'humour aborigène dans la survie et la résistance culturelle ». Le chapitre 2 de cette thèse s'intitule « Humor as a weapon of the weak », l'humour comme arme des faibles, la violence du loser. L'autrice, Pearl Duncan, argumente qu'un groupe ou un peuple sans pouvoir peut pas résister violemment à sa condition sans risquer de subir encore plus de violence. Donc, ils vont utiliser ce que James Scott appelle les armes des faibles, c'est-à-dire le traînage de pieds, la dissimulation, la fausse complaisance, le chapardage, ça veut dire les tiboles, l'ignorance feinte, j'ai rien vu monsieur l'agent, la calomnie, l'incendie criminel et le sabotage. Toutes ces formes de résistance dans un contexte de lutte des classes ont une chose en commun. Elles évitent la confrontation directe avec le dominant. Et dans plusieurs cas, on va appeler ces formes de résistance le terrorisme. Dans ses ouvrages ultérieurs, Scott va développer ce concept-là et identifier dans le langage entre dominant et dominé 2 types de transcription. La transcription publique et la transcription cachée. Transcription est utilisée ici un peu comme discours.
La transcription publique, c'est donc une forme de performance dans laquelle les deux groupes sont engagés. Je le cite. Les impératifs théâtraux qui prévalent normalement dans les situations de domination produisent une transcription publique en étroite conformité avec la façon dont le groupe dominant souhaiterait que les choses apparaissent. Le dominant ne contrôle jamais la scène dans son entièreté, mais leurs souhaits prévalent normalement. À court terme, il est dans l'intérêt du subordonné de produire une performance plus ou moins crédible, prononçant les lignes et faisant les gestes qu'il sait qu'on attend de lui. Le résultat est que la transcription publique est une crise, systématiquement biaisée en faveur du discours représenté par le dominant. Maintenant, en s'appuyant sur ces idées-là, voici la thèse de Duncan. Mon argument dans cette thèse est que l'humour représente justement une telle transcription cachée pour les groupes culturellement spécifiques pour lesquels l'oppression a été une condition importante à long terme, et particulièrement pour les aborigènes. Des chercheurs qui ont étudié la question sont divisés quant à savoir si l'humour peut être interprété comme une forme efficace de résistance. Victor Raskin conclut que pour de nombreux chercheurs, la résistance par la plaisanterie apporte un soulagement principalement temporaire, mais stabilise des situations potentiellement conflictuelles. Mais il y a néanmoins un bon argument à faire valoir selon lequel l'humour en tant qu'arme des faibles permet à des groupes marginalisés d'exprimer leur colère, réfléchir à leur position dans la société et créer un espace de résistance. En résumé, l'humour a le potentiel d'être une arme pacifique de violence révolutionnaire, un genre de terrorisme mental. Tabarnak, on est loin des galas comédia, là! Et je pense que c'est exactement ça qui me dérange profondément avec la récupération de l'humour comme produit de consommation. En donnant principalement la parole aux groupes dominants, les hommes blancs de classe moyenne, et en concentrant le discours sur, au mieux, des futilités. Je sais pas si ça arrive, mais j'ai peur des enfants. Et au pire, un renforcement des stéréotypes. Hey, on est rendu avec des gars qui se promènent avec des sacoches à la rue, tabarnak! On rend l'humour inoffensif et on le relègue à un rôle de divertissement, voire même un outil de contrôle des masses par le renforcement du statu quo. Je veux pas être plate, là, mais ceux qui nous dirigent connaissent très bien le pouvoir de l'humour. C'est pas pour rien que les grosses compagnies engagent plein d'humoristes comme porte-parole et utilisent l'humour à outrance dans leur publicité. Elles savent très bien comment se façonner une image qui va vous mettre en confiance, pour après ça vous vendre des produits dont vous n'avez pas besoin. Pensez-vous que c'est un hasard si tous les politiciens acceptent d'aller s'asseoir avec un larbin comme Infoman qui va rire de leurs souliers plutôt que de leur politique? Ils savent tous très bien que l'humour est une arme et ils préfèrent tirer en premier. Avant de terminer, j'aimerais ça répondre à une question que j'ai pas eu le temps d'aborder dans l'épisode. C'est la plus populaire des questions au sujet de l'humour. Est-ce qu'on peut rire de tout? Hey, ça là, on n'arrête plus de se la poser cette question-là. On demande ça aux humoristes toujours avec un petit sous-texte insinuant une renaissance de la censure. Puis rendu là, il reste juste 2 pas à faire pour aller blâmer les woke qui sont sans contredit nos nouveaux curés. C'est pas mal souvent comme ça que la conversation s'enligne, mais sans joke là. On peut rire de tout. Je veux dire, c'est complètement stupide comme question. Il n'y a pas de loi. Il n'y a rien entre toi et la possibilité de rire d'absolument tout ce que tu veux. Mais à la lumière de ce qu'on a appris aujourd'hui, et en admettant que l'humour a le potentiel d'être une arme pacifique de violence révolutionnaire, une meilleure question ce serait « Pourquoi je voudrais pointer cette arme sur un enfant avec un handicap? » C'est un exemple, mais c'est un bon exemple. Le débat à savoir si on peut rire de tout est ridicule. C'est comme si on se demandait, est-ce qu'on peut tout karater? Puis après ça, il y a un sensei qui donne des coups de pied d'en face aux enfants au nom de la liberté. Si vous voulez en voir de l'humour révolutionnaire, allez dans les petites soirées, trouvez les pauvres, les femmes, les noirs, les queers, attrapez-les en début de carrière et si vous arrivez à leur pardonner leur manque d'expérience, parfois d'aisance sur scène, vous allez trouver dans leurs blagues quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'un art que d'un produit de consommation. Le problème, c'est qu'à mesure qu'elles vont avancer dans le milieu, les producteurs, ceux qui détiennent littéralement les moyens de production, c'est eux qui vont décider qui aura la chance d'être mis en lumière et qui restera invisible et inconséquent. Penses-tu qu'ils vont donner le micro à ceux qui s'en prennent aux mécanismes du pouvoir, ceux qui attaquent leurs commanditaires, ceux qui s'opposent au statu quo dans lequel ils sont gagnants? Ça a peut-être l'air anodin, mais c'est comme ça qu'on tue les révolutions dans l'œuf. On achète les héros avant qu'ils deviennent des héros. Du pain et des jeux, ça vous dit-tu quelque chose?
Ça fonctionnait plutôt bien à Rome jusqu'à ce que Spartacus l'esclave décide qu'il en avait assez de ses chaînes et qu'il abandonne le Colisée pour aller mener une révolution armée contre Rome. Les gladiateurs modernes, c'est qui? Les joueurs de hockey, les humoristes, les vedettes, c'est eux les jeux. Comment on fait pour continuer d'avoir les jeux sans risquer d'avoir à dealer avec un autre Spartacus? I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! C'est simple, on lui donne 10 millions de dollars par année. Comme ça, Spartacus, il s'achète une grosse maison, dans un beau quartier propre, puis il manque jamais de rien. Et surtout, en le sortant de sa pauvreté, on brise le lien de classe entre lui et ceux qui auraient besoin de lui comme porte-voix de leur souffrance. Plus de Spartacus, plus de Diogène, plus de Maurice Richard. Le capitalisme achète tous ceux et celles qui avaient le potentiel de mener vos révolutions. Pour empêcher la violence du loser, on les transforme en winner. Et Rome est en sécurité depuis que le Colisée est Pepsi. En tout cas, LOL! Mon nom est Philippe Signa et You've been thunderstruck! Ah, wow, tout le monde, déjà terminé un autre épisode fantastique. C'était rigolo, hein? Vous trouvez ça rigolo? C'était rigolo. J'ai trouvé ça rigolo. Moi, j'ai eu du plaisir. J'espère que vous en avez eu aussi. Et là, c'est le temps de remercier les gens sans qui cet épisode n'aurait pas pu exister, en commençant avec mon invité du mois, Guillaume Wagner. Guillaume, en plus d'être un très bon ami qui accepte de venir jusque chez moi pour écouter l'UFC, t'acceptes aussi de t'asseoir pour parler 1 heure de temps de l'humour. Faut quand même aimer quelqu'un, je pense, pour faire ça, donc je le prends, je le reçois. Je te remercie beaucoup. Sinon, tous les humoristes aussi qui ont participé à la réflexion, on parle bien sûr de Platon, d'Aristote, des Grecs comiques, Nietzsche, Kierkegaard, je sais pas comment dire ce nom-là, Kierkegaard, mais c'est un beau nom. D'ailleurs, je l'ai pas intégré dans l'épisode finalement, mais il y a quand même une pensée de Kierkegaard, que je prononce peut-être très mal, qui m'a habité tout le long de l'épisode, et c'est la suivante. Pour lui, l'humoriste comprend que la souffrance fait partie de l'existence, mais d'autre part, il ne comprend pas la signification de la souffrance et la révoque par la forme de la plaisanterie. Et je dois dire que ça, c'est le genre de choses auxquelles je pense en prenant ma douche, et maintenant vous comprenez peut-être pourquoi je suis comme ça. Sinon, merci aussi à tous les scientifiques qui font des recherches extrêmement exhaustives sur des sujets excessivement pointus et desquels je me régale à chaque mois. Donc cette fois-ci, on avait Pearl Duncan, entre autres. Merci de nous donner accès à tout ce savoir, et surtout, merci à ceux et à celles qui m'envoient leurs articles scientifiques gratuitement, parce que personne ne veut payer un éditeur qui n'a rien fait sauf avoir de l'argent pour lire vos réflexions. Merci aussi à tous nos abonnés Patreon. J'aimerais vous rappeler que Total Idiot ne reçoit aucun argent de commanditaire et aucune subvention. On n'a pas de producteur non plus, on est un projet complètement indépendant, et ça, c'est grâce à vous, et c'est très, très anarchiste. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous aimez le contenu qu'on vous propose à chaque mois, considérez la possibilité de vous abonner. Pour seulement 5$ par mois, vous avez accès à tout notre contenu à l'avance, en plus des bonus, des entretiens complets avec les invités et des surprises. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, mais en même temps, c'est peut-être ça la surprise, il n'y en a pas, c'est tout. Et si vous êtes totalement idiot ou idiote et que vous décidez d'aller un peu plus loin et de nous donner 10$ par mois, je vais même dire vos noms dans le générique, comme je m'apprête à le faire en ce moment. Dites-vous que ça pourrait être vous, ça, la prochaine fois. Alors, un gros merci à tous nos abonnés à 10$, Adam B. Bolduc, Alexandre Dubuc, Alexandre Girard, Alexandre Morancy, Alexandre Proux, Alexis Bernard, Anaël Haché, Anthony Savoie, Antoine Larocque, Ben et Joël, Benjamin Provencher, Ben Ray, Boubou, Caroline Fournier, Chloé Leroux, Christian Bissonnette, Christophe Lévesque-Rainville, Dave à -2, David A.B., Dino Lapine, Dominique Lano, Eat the Rich, Emmanuel Riendeau, Enola, Éric Aurousseau, Éric Lauzon, Eva, Félix-Antoine Jaudoin,
Flavinsky-Molotov, Félix Ducharme, Gabriel Dumontier, Gabriel Lapierre, Geneviève Brochu, Guillaume Sauvé, James, Jasmin Maltais, Jean-Christophe Vélil-Pipon, Jean-Mathieu Chénier, Jean-Michel Brassard, Jean-Michel Filion, Jean-Philippe Lévesque, Jessie, Jim Bad, Jimmy Bob, Joanie Gagnon-Blais, Jolicoeur, JP Dolby, JSDC, Julie Beauregard, Julien Laumonier, Julien Millette, Jérôme Turmel, Kevin Duchesne, Manon Landry, Marc Lecourt, Marc-Antoine Simard, Marie-Christine Lechat, Marilyn Proux, Mario Pikachu, Martin Donaldson, Maryse Perron, Mathieu Desjardins, Mathieu Fournier, Maude Bérubé-Saint-Denis, Max Power, Maxime Sabourin, Maxime Sauvage, Mel B, Michael Archibald L. Monferrat-Guérette, Modest Kid, Monsieur Maxime, Nico, Nicolas Gauthier, Olivier Groux, Oscar Côté-Laperrière, Patrice Bonhomme, Patrick Roy, wow, Patrick, merci, Philippe Beauchamp, Pierre-Luc Deschaines, Pierre-Olivier Vallée, P.O. l'insectologue, Pouin, Poulet Provo, Pénélope Boutin-Renaud, Sam, Samuel Pravogne, Samuel Péloquin, Sébastien Ménard, Sébastien Harpin, Simon Chamberlain, Simon Giroir, Simon Lasselle, Sky Félix, Sophie Junior Carrier, Sébastien Gilbert Lavoie, The Joke 7. Ah non, j'ai encore fait la même affaire. Faut pas dire The Joke 7, là. C'est quoi qu'il faut dire, donc? The Joker? Non, The Joe Cossette. Ah, c'est ça, The Joe Cossette. À chaque mois, Julien rit de moi à chaque mois. Thierry Mercier, Total Anonyme, Une Marchandise, Vincent Gagnon, William Savard, Xavier Dragoon, Xavier Lachapelle-Roy, Yannick Malteverette, Zoli Hugo et Zulu Oscar Echo. Merci tout le monde. Et le dernier, mais non le moindre, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissements à mon collaborateur préféré, Julien Charbonneau. Je sais pas si vous le savez à quel point ce projet-là est bon grâce à Julien. Souvent, les gens l'oublient parce qu'on l'entend pas parler. Il est caché en arrière. Mais honnêtement, là, je vous souhaite pas d'écouter les tapes nues que je lui envoie. C'est tellement moins bon. Julien, merci pour tout ton travail, merci pour ton appui, pour ton soutien. T'es là tous les jours pour m'écouter rambler sur des affaires qui ont pas de bon sens puis dire « J'ai décidé de faire le prochain épisode sur la psychanalyse négative, là, j'espère que ça va être correct. » Il est toujours positif, toujours content, toujours très travaillant et toujours excellent. Je sais pas si vous le savez, mais ce gars-là pourrait faire le montage des films de Denis Villeneuve, mais non, Chris à la place. Il fait 2000$ par mois à m'écouter parler dans un hostile micro tout seul chez nous. Fait qu'on le remercie. Julien Charbonneau, the best, the one in the West. Thank you. Bonne année. Non, pas peut-être bon mois, mais bon mois. On souhaite jamais ça, bon mois. On se revoit le mois prochain avec un autre sujet fantastique pour Total Idiot.